Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons parler de ceci. Et ceci, eh bien, de quoi s'agit-il? Il s'agit de ICRPG, un jeu de rôle mis au point par un jeune dude américain qui s'appelle Hungarian Fairy Nail et qui tenait au départ la chaîne Drunken and Dragons. Moi, j'avais commencé à le suivre à cette époque-là, où il proposait beaucoup de gameplay, enfin des séances vraiment organisées sur le gameplay des salles, et où il a commencé à élaborer tout un tas de concepts qu'on va retrouver dans ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un hack de la 5e, mais vous allez voir, qui déplace quand même les paradigmes pour faire quelque chose de tout à fait neuf. En même temps, ça s'inspire un peu de l'OSR, voilà, dans ce qu'il y a de plus moderne finalement dans l'OSR. Hein. Moi, vous savez, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je pense que l'OSR en fait est très moderne dans sa façon d'envisager certains concepts de gameplay. Et là, on a quelque chose de, voilà, de vraiment... bon, j'ai craqué et je regrette pas du tout. Alors, si on regarde, moi j'ai pris la version Deluxe, hein, qui est une version hardback, qui a un format, un peu un format livre. En fait, c'est un peu plus grand que du A5. Vous avez à l'intérieur ce genre de plan, parce que ce monsieur est aussi... très bon dessinateur, en plus d'être un bon game designer. D'ailleurs, je vous renvoie sur sa chaîne, il y a des vidéos où il feuillette comme ça ses carnets de préparation. Et franchement, si vous aimez les dessins au trait ou au feutre à l'ancienne, en noir et blanc, c'est vraiment génial. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? La maquette est assez belle, sur un code couleur qui a fait ses preuves, noir, blanc, rouge, et qui fonctionne très bien. C'est très aéré malgré le format, et c'est surtout très clair. Alors, ce que j'ai aimé dans ce livre, je vais essayer un petit peu de vous expliquer comment ça fonctionne, et vous allez comprendre ce que moi j'ai beaucoup aimé dans cet ouvrage. Bon, petite présentation, vous explique un petit peu comment utiliser le livre, ce que le livre contient, et puis après on attaque direct Core System, et là, tout de suite, des concepts très forts, notamment le concept de target, qui correspondrait au degré de difficulté lorsque vous réclamez aux joueurs des jets de compétences ou d'attributs. Alors, comment ça se passe? Il a remarqué, Hungarian Fairy Nail, qu'en réalité, souvent, on s'embête, pour pas dire autre chose, quand on est maître de jeu, pour essayer de dire, ah là, je vais mettre un DD, machin, etc., etc. C'est la course à l'échalote. Plus les joueurs augmentent avec un jeu comme Pathfinder, à un moment, vous êtes obligé de mettre des DD hyper durs, sinon c'est trop facile pour les joueurs. Et surtout, si vous avez un coffre, un piège et je ne sais quoi d'autre, vous allez avoir 3 chiffres différents. Eh bien, en fait, lui, il met un système de cible. Il va dire, par exemple, la target, voilà, est à 14 pour la salle. Ça veut dire que toute action que vont vouloir entreprendre les joueurs sera réussie avec un 14. Alors, c'est très facile. Du coup, vous tapez, vous mettez le titre de votre salle. En dessous, vous définissez la target. Et voilà, vous n'avez plus à vous embêter. S'il y a un coffre, il faudra un DD, la target pour l'ouvrir, ce sera 14. Ça va même plus loin que ça, parce que s'il y a un monstre, le score à faire pour battre le monstre, ce sera 14 aussi. Bon, vous voyez un petit peu l'intérêt de la chose, comment ça simplifie. Et en réalité, alors j'ai hâte de tester ça, j'ai reçu il y a 2 jours, j'ai pas encore pu le tester en partie, mais j'ai lu quelques retours sur les forums, ça a l'air de bien fonctionner. L'intérêt, c'est qu'en fait, au lieu de se focaliser sur des petits points de détail, qui quand même, quand vous êtes maître de jeu, vous prennent énormément de temps dans la conception, là, vous allez à l'essentiel. Vous êtes sur du gameplay, vous êtes sur des choses qui marchent tout de suite.
Donc là, c'est déjà la très très bonne idée. Ensuite, il a mis au point un concept qu'il appelle le jet d'effort. Alors le jet d'effort, c'est aussi bien le jet qui va vous permettre de, quand vous donnez un coup d'épée, essayer de voir combien vous produisez de dégâts, mais également quand vous jetez un sort, combien vous produisez de dégâts, mais également quand vous voulez essayer de broyer une porte, combien vous faites de dégâts, etc. Et alors là, l'inspiration est peut-être plutôt à chercher du côté de Savage World, puisque ce sont les dés qui évoluent. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez ce concept, alors j'essaye de voir parce que c'est indiqué sur la feuille de personnage, voilà. Vous voyez, ici vous avez une feuille de personnage, très très simple, hein, on est vraiment vous voyez, sur ce côté un peu OSR, et vous avez les jets d'effort. Lorsqu'il s'agit de quelque chose de basique, qui fait appel à votre cerveau et puis vos mains, par exemple, c'est un jet basique, c'est un D4, le jet d'effort. Lorsque c'est des outils ou des armes, on passe au D6. Le Gans, parce qu'il propose aussi de faire du contemporain avec, ce sera du D8. Tout ce qui est énergie magique, etc., on sera au D10. Et enfin, le D12 servira notamment pour les coups critiques. Autre concept encore fort, vous voyez les caractéristiques ici à côté, force, dextérité, constitution qu'on connaît tous par cœur. Anchorin Fahrenheit a poussé encore plus loin ce que fait déjà Wizard, où en fait, souvent quand vous regardez les gens de Wizard qui font des parties du gameplay, et pas mal d'Américains d'ailleurs, dans la grosse partie de la case, ils mettent le bonus, en gros. Et en petit, ils mettent, par exemple, 17, etc. Hein, et c'est pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le bonus. Eh bien, lui, dans son jeu, en fait, vous n'aurez pas de score de force. Vous aurez en force, par exemple, peut-être +1 ou +2. Et vous n'avez besoin que de ça pour faire tourner la mécanique du jeu. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petites choses, mais en réalité, dans le gameplay et dans la façon d'envisager les parties, ça change tout. Qu'est-ce que nous allons trouver d'autre? Nous allons avoir également comment se passe le mouvement et le temps de jeu. Alors là, c'est encore un truc que moi je trouve super, c'est les phases d'exploration par exemple. On revient vraiment sur le système proposé dans OZ, etc. Enfin un peu tous les systèmes OSR en fait. C'est ne pas faire en sorte que vos joueurs restent groupés dans la même temporalité. Ce qui se passe quand vous jouez en 5e, c'est que vous allez rentrer dans une pièce, phase d'exploration, tel joueur va vous dire je fais ça, moi j'avance jusqu'à la statue. Puis quand vous allez lui décrire la statue qu'il est plus près, comme vous le titillez à ce moment-là, le même joueur va réagir, va vous dire dans ces cas-là, moi j'essaie de voir si je peux pas actionner le bras de la statue. Et puis si vous lui dites non, ça bouge pas. Par contre, tu vois au moment où tu actionnes le bras de la statue, tu essaies de l'actionner, tu vois qu'il y a un des deux yeux qui a l'air d'être une gemme. Et là, il va vous dire je vais sortir ma dague, je vais essayer de récupérer la gemme. Et là, il a déjà fait 3 actions de plus que les autres. Donc là, on revient à un concept de tour qui garantit que vos joueurs sont bien dans la même temporalité et qu'il n'y en a pas un parce qu'il a la parole dans une zone de jeu un peu mal définie telle qu'elle l'est dans la 5e édition, où il va faire 3, 4 actions, alors que les autres, pendant ce temps-là, ils attendent, ils le regardent, etc. Donc en matière de circulation de la parole, on fait participer tout le monde, c'est encore une fois une excellente idée. Il y a beaucoup de très bonnes idées dans ce livre. Je dois vous dire que quand on les voit, on se dit ah ouais c'est facile, j'aurais pu y penser. Moi effectivement, il y a plein de choses qui font écho auxquelles j'avais. Mais lui, il a vraiment thésaurisé le truc et ça tient la route. Alors petit détail encore. Pourquoi il appelle ça ICRPG, Index Card Role Playing Game? Parce qu'en fait, il a aussi dessiné des cartes de jeu et il y a des systèmes. On peut utiliser les cartes, par exemple, pour symboliser des pièces, les cartes pour se titiller le cerveau, pour être créatif et inventer des scénarios, etc. Donc du coup, en plus, il en a fait vraiment un objet qui est sur du gameplay de la rédaction et en même temps sur quelque chose de graphique. D'ailleurs, ça se voit dans le livre. Je vais essayer de vous trouver les illus. C'est lui qui fait ses illus. Il a vraiment une patte. Voilà, il a vraiment une patte. C'est vraiment très sympa ce qu'il fait. Alors, si je poursuis encore un petit peu, vous allez après avoir bien sûr la création de personnages. Et alors là,
on retombe sur quelque chose que moi j'aime bien, c'est-à-dire que en gros ce jeu-là, quelqu'un le lit, en 20 minutes, il explique, même pas 10 minutes, il explique les règles, et on peut jouer tout de suite. Alors vous avez en fait plusieurs choses quand vous êtes d'abord les basiques. Ça va être un peu les statistiques, enfin vraiment les choses de départ. Ensuite, vous avez ce qu'il a appelé le life form, hein, qui va correspondre en gros à votre ethnie, à votre race, à votre culture. Voilà, chercher le mot. En plus, il y a un peu d'équipement et c'est beaucoup à base de tables pour les équipements. Alors là encore, c'est très très bien vu parce que double office, ça permet d'équiper les joueurs au début. Et puis vous allez voyez des tables de loot. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que à ce jeu, ce qui disparaît également, plus de bonus de proficiency. Hein, hop, ça disparaît. Et du coup, des personnages qui vont... Et c'est plus de niveau, très important aussi. Et du coup, des personnages qui vont essentiellement évoluer. Des personnages, disais-je, qui vont évoluer grâce au loot qu'ils trouvent, c'est-à-dire grâce à ce qu'ils découvrent. D'ailleurs, il le définit aussi très bien. Pour lui, comment il conçoit un petit peu qu'est-ce qui fait vraiment le moteur des campagnes, hein, c'est-à-dire que les personnages évoluent par ce qu'ils trouvent, aussi bien en termes d'objets, mais aussi en termes d'indices. Et là, je plus sois complètement l'intérêt de faire progresser un personnage dans le cadre d'une campagne. C'est pas qu'ils prennent un niveau et qu'ils puissent utiliser un xème don de façon automatique, comme ça finit toujours par se faire avec les jeux de type 5E, mais vraiment qu'il progresse dans la campagne et que du coup, il ait de plus en plus d'indices et de points d'achoppement par rapport à l'intrigue générale, qu'ils comprennent un peu mieux pourquoi tel PNJ agit comme ça, et si on veut que celui-ci nous aide à faire ceci, on sait qu'on peut actionner ce levier, etc. Et là, ça nous amène énormément dans beaucoup de choses, dans du roleplay. Donc c'est encore une fois quelque chose que je trouve vraiment très très bien vu. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'il y a quelque chose qui est très très bien fait aussi, c'est tout ce qui est conseil au maître de jeu, voilà, ce qu'il a appelé la partie James Guide, qui est vraiment un régal. Voilà, c'est fait avec beaucoup d'humour en plus, donc ça gâche rien. Il vous explique un petit peu comment un petit peu barrer la route au PJ, comment faciliter, comment éventuellement recentrer un peu les choses. Il y a vraiment à apprendre, même ne serait-ce que sur les conseils de gameplay. Il y a également autre chose qui est très important, c'est le concept qu'il avait déjà pas mal théorisé dans ses vidéos de l'époque où il présentait des plateaux avec des figurines et il vous expliquait pendant 40 minutes une salle, et la richesse en matière de gameplay était vraiment... Vous disiez, ah là, pourquoi je joue pas dans des salles comme ça, tellement c'était super. C'est le concept des timers. Les timers... alors ça permet deux choses. Déjà, ça permet de rajouter du gameplay et de un petit peu régulièrement lancer des courses, c'est-à-dire contraindre les joueurs à devoir lutter contre le sablier. Et si vous les utilisez, comme il l'explique à un moment, en carrément un peu en méta-jeu, c'est-à-dire en disant aux joueurs, là il y a un timer qui se déclenche et vous avez 4 rounds pour par exemple venir à bout de cette salle où il n'y a pas apparemment de sortie, et le plafond commence à baisser, dans 4 rounds vous serez écrasé sur le sol. Et là, il arrive, et c'est très rare en jeu de rôle, malheureusement c'est trop rare, grâce à ce petit concept et son utilisation un peu en méta-jeu, de faire naître tout simplement du suspense. Et là c'est génial. Et encore une fois, là, quand vous y réfléchissez après, vous vous dites, bah oui, en fait c'est tout simple. Le suspense, malheureusement, ça marche au cinéma parce qu'il y a une connivence avec le spectateur. Il sait qu'il y a, par exemple, une bombe sous la table et que, du coup, eh bien, oui, dans quelques temps, il voit la mèche qui brûle et il sait que les personnages en scène ne voient pas la bombe, mais qu'elle va exploser. Et c'est ça qui fait le suspense. Donc là, vous utilisez les timers, vous faites naître du suspense. Du coup, je pense que pour les joueurs, ça leur hérisse le poil d'une façon assez intéressante. Autre concept assez fort, laissez les joueurs dans la zone rouge.
Voilà encore quelque chose qui me parle. Moi, je trouve ça un peu crétin de passer son temps dans les campagnes dès que les joueurs ont atteint le 4, 5e niveau, voire un peu plus, à essayer de les fatiguer en termes de points de vie. Et puis finalement, il y a quand de très rares cas où ils sont dans la zone intéressante. Qu'est-ce que c'est la zone intéressante? C'est la zone où si jamais vos joueurs ne font pas les bons choix, ne se coordonnent pas pour mener des combats de groupe, etc., bah oui, ils risquent d'y passer. Et bon, ça encore, c'est emprunté à l'OSR. Moi, je pense que la mortalité, c'est quelque chose de déterminant dans le jeu. Or, quand vous commencez à jouer en 5e avec des joueurs de 7e, d'autant plus si vous jouez en virtuel sur des créneaux de 3-4 heures, bah vous avez le temps de faire quoi? 1-2 combats. Donc en fait, votre troupe, elle est toujours à son max. Inintéressant. Inintéressant possible, en fait, c'est des péripéties qui ne servent à rien. Alors on se fait plaisir, on jette du dé, etc. Mais en fait, il y a moyen de les zapper complètement d'une campagne pour pouvoir se concentrer sur les choses intéressantes. Les monstres, je vais vous montrer un petit peu comment les monstres sont définis. Vous avez 4-5 lignes sur un monstre, vous voyez. Là, vous avez les skeletons. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Pas trop d'éclairage ce soir. Voilà. Il y a un système de cœur pour les points de vie. Un cœur, c'est 10 points de vie. Les personnages en ont tous 10. Vous voyez qu'ils sont tout de suite dans une zone un peu chaude. Eh bien, le skeleton, plus 1 sur tous ses jets. Voilà. Vous emmerdez pas plus que ça. Le skeleton il veut donner un coup de pique ou d'épée, il tire un des 20, plus 1. Voilà. Il fait des dégâts avec son épée, donc c'est une arme, donc c'est 1 des 6. 1 des 6, plus 1. Voilà, plus 1 sur tous les jets. Ça marche très bien. Weapon, et puis des petites 3 lignes, hein, stab, sur toutes les attaques critiques. Et bien en fait vous cassez votre arme. Toucher de la mort, si jamais ils arrivent à vous toucher la peau, hein, un squelette qui arriverait à vous agripper et à vous prendre la peau, vous avez un sentiment de froid, une vague de froid qui vient flétrir votre peau. Et vous reprenez l'équivalent de Cold Magic, donc c'est 1 des 10, puisque la magie, les énergies magiques c'est des 10, 1 des 10 points supplémentaires de dégâts magiques. Slow and Death, voilà, il ne peut jamais se déplacer à une distance lointaine. Là encore, sur les déplacements, je vous en ai parlé tout à l'heure, le mouvement, là il s'est inspiré, enfin peut-être pas, hein, peut-être qu'il a pensé au truc, mais comme c'est quelqu'un que je sais qui joue beaucoup et qui lit beaucoup de règles, à mon avis, il y aura peut-être pensé en l'ayant vu dans Star Wars, le Star Wars de FFG, comment on gère les distances. On considère qu'il y a le très proche, le médium et le très loin. Et après, tout ce qui est en dehors du très loin. Et pour vous déplacer du très loin au très proche, il vous faut 2 déplacements. Pour vous déplacer du médium au très proche, il vous en faut 1, etc. Et vous gérez les distances sans plus avoir à vous prendre la tête que ça, et ça fonctionne très bien. Bref, vous l'aurez compris, ce bouquin est vraiment génial. Moi, je n'hésite pas à le dire. Alors peut-être que ça ne convient pas à tout le monde. Il insiste aussi bien sur le fait que c'est déjà ce qu'il appelle un hack de la 5, donc libre à vous de piocher dedans les choses qui vous plaisent, les choses qui vous plaisent pas, vous mettez de côté, vous faites à votre sauce, ça marche très bien. Autre encore point assez intéressant, c'est qu'en fait il propose un univers Medfan assez classique, avec tout ce qu'il faut, un peu du DD-like, quoi, tout ce qu'il faut pour jouer en médiéval fantastique, un univers contemporain et un univers futuriste. Avec ça, vous avez vraiment de quoi faire. Alors il y a des petits ajouts de règles spécifiques pour quand vous êtes en contemporain. Vous voyez, si vous regardez les armes, bah, évidemment qu'il va avoir mis aussi... je viens de les voir passer, évidemment qu'il va aussi avoir mis des armes futuristes. Il y a même des vaisseaux, des petites règles pour les vaisseaux. Bon, je ne retrouve plus, mais bon, voilà. Vous comprenez le principe, c'est vraiment un excellent bouquin. Moi, je vous le conseille à tous. En plus, il est joli. Moi, j'adore aussi, ouais, ça fait partie des petits dessins qu'il fait, là. Cette espèce de rune, je trouve ça très bien. Apparemment, c'est un truc qu'on peut voir aussi sur les portails, etc. La magie, je rentre pas plus.
dans le détail, mais c'est pris en compte, ne vous inquiétez pas, il y a des sorts divins, des sorts plutôt arcaniques, enfin, tout est pris en compte pour fonctionner. Vous avez à chaque fois un petit univers, donc les 3 univers décrits sur quelques pages. Vous avez un petit bestiaire. Vous avez aussi l'explication de comment vous-même choisir vos monstres. Voilà, là on a de l'équipement futuriste. Comment vous-même choisir vos monstres. Et puis surtout comment les fabriquer vous-même. Et comme c'est très peu de choses à définir le monstre, voilà. En termes de ceux qui aiment bien la fluidité, les préparations rapides, etc., moi, sautez là-dessus. Sautez là-dessus. J'avais déjà été enthousiasmé par Old School Essential, l'OSR traditionnel, vraiment, qui là était vraiment presque un copier-coller de ce qu'on avait à l'époque dans le BECMI ou dans le BX. Là, moi, ça me semble encore plus fort, dans la mesure où je pense que c'est beaucoup plus moderne. Il s'est pas contenté de reprendre, et surtout, il a changé, on voit bien quand on lit le livre, qu'il a changé en fait les concepts avant de s'attaquer à la mécanique. Et ça, c'est un truc que tous les game designers devraient faire. Plutôt que de réfléchir tout de suite sur des mécaniques, réfléchissez au concept. Parce qu'il y a quand même, je fais un petit aparté là, il y a quand même des jeux qui sortent où l'univers est super, le jeu est vachement bien, et puis quand on commence à jouer, alors au début on voit un système voilà, un peu différent, etc. Je vais prendre 7e mer par exemple. 7e mer, moi j'ai adoré tout le lore, toute la proposition en fait en termes de fiction. Par contre les règles, non, ça va pas. Ça va pas. Et en fait, je pense que les gars, ils se sont lancés dans des mécaniques. Ils n'ont pas réfléchi au concept de dire qu'est-ce qu'on veut faire. On veut que ça se passe comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut changer dans le concept. Et du coup, nos règles mécaniques, ça suivra derrière. Bah, lui, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et du coup, on a un truc vraiment d'excellente qualité. Je terminerai en disant que là, pour l'instant, moi, je l'ai acheté en anglais, mais que ça va être traduit. Je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est les 12 singes. Je veux pas dire voilà. En tout cas, la version française, elle arrive pour ceux qui veulent. Il y a également à disposition un peu de matos pour jouer en VTT, etc. Franchement, si vous avez envie de faire une petite expérience sur un gameplay différent, quelque chose de fluide, basé sur le fun, ou de fait on ne va jouer que les moments un peu tendus pour les personnages, voilà. ICRPG, là vous allez en avoir pour votre argent, parce qu'en plus c'est pas très cher, et vous allez vous faire plaisir et pouvoir jouer, voilà, vous laissez du cerveau de libre pour vraiment vous concentrer sur la créativité et pas vous prendre le chou avec de la description de monstres, des mécaniques, des trucs, des machins. Du simple, efficace, qui fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.